Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le jour où, pendant près d'une heure, nous allons échanger avec une figure emblématique du monde du champagne. C'est une femme. Elle incarne à la fois l'élégance et l'innovation. Préparez-vous pour une rencontre pétillante et inspirante. Vitalité Tinger, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes à la tête de l'une des maisons de champagne les plus prestigieuses au monde. Vous avez su perpétuer la tradition familiale tout en apportant une nouvelle énergie à la maison Tétinger. Vous avez su marier votre amour de l'art et votre sens des affaires pour faire rayonner la marque Tétinger à travers le monde. Sous votre direction, le groupe Tétinger a non seulement consolidé sa réputation d'excellence, mais a également pris des initiatives audacieuses en matière de développement durable et de responsabilité sociale. Plongeons-nous tout de suite dans l'univers de Vitaly Tétinger. Alors, votre parcours est indissociable de l'histoire de votre famille, de votre père tout d'abord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais fatalement, en fait, on naît de quelque part et en fait, plus que de naître de mon grand-père et des générations d'avant, j'ai vécu en Champagne depuis que je suis toute petite, élevée par un père iconoclaste et par une mère musicienne. Donc les deux font un cocktail assez détonnant et je suis d'abord baignée dans un monde de culture, de diversité où cohabitent les histoires des uns et des autres. La maison est ouverte. Mon père travaille dans la maison de Champagne sans en être le patron, donc il ne nous met pas dedans, mais plutôt nous invite un peu à découvrir les bords du rivage. Donc, il travaille dans la maison Tétinger, dans la maison de Champagne? Exactement. D'accord. En fait, mon Aux père, alentours de Reims? à Reims même, mon père, pour refaire en bref son histoire, qui est bien plus longue que ça, est un cancre. Il fait peu d'études, il est un personnage fasciné par la peinture, par la poésie, par Arthur Rimbaud. Ma grand-mère est ardennaise, donc il est vraiment happé par cet univers rimbaudien. Il travaille très peu, il a la foi, il est élevé dans un collège jésuite, c'est un super bon camarade. Mauvais élève, il devient un pion. C'est pas vrai. Pendant Il a eu quelques son années, bac ou pas? il n'a jamais eu son bac et a une merveilleuse histoire, mais peut-être un jour il vous la racontera lui-même. À un moment, on lui demande de choisir entre avoir son bac pour de mauvaises raisons et avouer une faute. Il avoue sa faute et dit lui-même: je ne mérite pas de l'avoir. Et donc il ne l'a pas, alors que je crois que c'est son deuxième ou troisième passage, ce qui est quand même à noter. Mais voilà, souvent ceux qui n'ont pas le bac peuvent faire de très belles carrières et c'est souvent le cas. Mais je suis élevée par mon père qui, par défaut, à défaut de faire de bonnes études, développe un chemin personnel assez intéressant et se nourrit de tout et nous transmet aussi les choses Et donc, en c'est la bloc. famille de votre père, la famille Tétinger. On est d'accord. Et c'est l'époque de votre papa où il y a eu une petite cession, enfin, où il y a eu une vente de parts de... Alors, il est un cancre. Son premier travail est d'être représentant en commerce dans la maison Tétinger. Il y reste. Son oncle Claude Tétinger, qui est le président de la maison, petit à petit l'adopte au sein de cet écosystème champenois, le fait étudier à nouveau, il devient directeur et puis ambassadeur de la maison et il s'y attache tout naturellement et à un moment se décide la vente du groupe familial dont fait partie le Champagne Tétinger. Le groupe familial, c'est son histoire, mais à la fois celle aussi de son père, Jean Tétinger, qui a été pendant 20 ans maire de Reims et qui, après ses 20 ans à la mairie, a développé tout un groupe dans le luxe, il s'appelle le groupe du Louvre, dont fait partie le Champagne Tétinger et qui fait travailler plusieurs membres de la famille. Il y a des hôtels de luxe, le Lutetia, le Crillon, le Louvre, Des jolis hôtels. le Martinez, etc. Voilà, de très jolis hôtels et puis aussi une très Des belle... parfums, je crois aussi. Des parfums, Annick Goutal, une très belle cristallerie, Baccarat, et puis aussi un groupe d'hôtellerie très intéressant qui s'appelle Envergure, qui a été créé par mon oncle Franz Tétinger et qui marche
incroyablement. Donc c'est un groupe qui se développe, qui fait partie des fleurons du milieu entrepreneuriat français. Et voilà, à cette génération, celle de mon père, il décide de vendre dans un contexte qui est aussi celui de l'arrivée de la haute finance, de LVMH, du groupe Albert Frère, etc. Donc il décide de vendre la maison de Champagne, Tétinger. Il décide de vendre tout le groupe, dont la maison de Champagne. D'accord. Et là, mon père, lui, est heurté dans ses valeurs. En fait, il considère que c'est un privilège qu'ils ont eu de recevoir un peu en héritage ce groupe dans lequel ils ont tous travaillé et qu'ils ont tous participé à développer, mais il se dit quel dommage de ne pas le transmettre à la prochaine génération. Et puis je pense que pour lui, ce groupe est bien plus qu'un gagne-pain, qu'un pactole ou ce que vous voulez. C'est surtout... c'est la France, c'est les valeurs françaises, c'est l'excellence, c'est le devoir de s'accomplir en travaillant. Et donc, il a du mal à accepter. Il se bat secrètement pour pouvoir... Secrètement. De toute sa famille. Secrètement, voilà, parce qu'en fait, c'est un personnage fantasque, il est merveilleux, il est à l'image de son parcours, c'est-à-dire qu'il est surprenant, il n'est pas forcément vu comme le personnage le plus rationnel de la famille, celui qui serait capable de reprendre le champagne en particulier, et pour autant, c'est peut-être aussi celui pour qui... la construction familiale, y compris l'exemple de son oncle Michel qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale en défendant un pont à Saint-Parot-Tertre, un polytechnicien à 20 ans. Wow. C'est celui pour qui tout cet héritage et ce devoir de patriotisme compte vraisemblablement. Comment il a fait pour récupérer justement le groupe ? Eh ben, je pense qu'il a déjà eu la foi. Non, mais c'est indispensable, mais il faut déjà l'imaginer, il faut avoir la foi et puis il faut être capable de construire avec les personnes qui vous semblent plus correspondre au projet que vous avez, le parcours qui va vous permettre de remettre la main sur cette belle entreprise. Et pour moi, ça a été une immense leçon parce que je pense qu'il aurait pu faire ça avec des familles très installées, etc. Il aurait pu faire ça avec des gens très connus, mais il n'aurait pas eu forcément la liberté après de conduire le projet tel qu'il entendait et de garder ce caractère familial à l'entreprise. Et non, il a choisi de rencontrer une banque locale, le Crédit Agricole du Nord-Est, qui avait à sa tête à cette époque un homme qui avait la tête sur les épaules, qui avait le bon sens paysan et qui avait aussi connu l'époque de mon grand-père quand il était maire de Reims, qui avait un profond respect pour cette famille et qui, fort de la caution de mon grand-père, s'est dit ben voilà, je vais suivre Pierre-Emmanuel qui a un vrai projet pour ramener l'entreprise en Champagne. C'est une belle histoire, vous en avez jamais fait un livre ? Mais je pense qu'on pourrait non seulement faire un livre, mais peut-être même un film. Mais pourquoi pas, justement. Pourquoi pas. Vous êtes artiste de formation, qu'avez-vous fait avant de rejoindre la maison Tétinger ? Eh ben, j'ai fait, en fait, la famille Tétinger, c'est 3 pieds, le pied dans l'entreprise, le pied dans l'engagement et le pied dans l'art. Et moi, depuis que je suis toute petite, le pied dans l'art est peut-être celui qui me touche le plus. Voilà, donc j'ai fait des études de dessin et des études où on apprend vraiment les techniques de l'art. Et puis après, pendant 6 ans, j'ai travaillé un peu dans ce milieu en tant qu'illustratrice, en tant que voilà. Et puis un jour, justement, quand il est arrivé cette histoire avec mon père, quand je l'ai vu aussi un peu souffrir de cette solitude, souffrir de cette perte, je me dis mais en fait, il y a quand même une partie de mon identité que je ne peux pas totalement renier, je n'avais pas tellement réalisé. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est dommage, une fois qu'il a réussi, j'ai eu une espèce de révélation ou de leçon. Je suis finalement ce que je suis, à moins d'importance que ça. Le moment où justement vous l'avez eu cette révélation, est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens très bien. Ouais. J'étais dans Paris, parce que j'habitais à Paris à l'époque. J'avais ma fille aînée qui était toute jeune. Et je me souviens, je marchais dans la rue et je réfléchissais à ça et je me suis dit...
Il y a, voilà, mais je me suis dit, ben voilà, je sens que je sens qu'il faut que je lui demande. Dans la rue. Dans la rue. Mais je me souviens très bien, j'étais à côté de Montmartre et je marchais, je réfléchissais et je me suis dit, non, il faut quand même il faut que je lui demande. Et je lui ai demandé de venir travailler Et avec lui. qu'est-ce qu'il a dit? Et à l'époque, la tête sur les épaules, il m'a dit bah non, parce qu'en fait, pour plein de raisons, mais tu n'es pas celle, enfin, t'as pas fait forcément des études commerce, etc., ou Tout à vin, fait. etc. Il m'a dit bah c'est pas évident, et puis lui, en fait, venait de remonter cette histoire, et je pense qu'il pouvait craindre aussi le fait d'être fragilisé par un potentiel échec avec sa fille qui vient travailler, avec qui ça ne pourrait pas fonctionner. Vous avez des frères et sœurs, vous êtes 3 enfants? Ouais. 3 enfants. Et ils travaillent tous dans l'entreprise familiale? Mon frère travaille aussi Avec dans vous. l'entreprise familiale. Et justement, mon frère a fait des études de commerce. Et puis, je pense que la construction humaine est faite comme ça, c'était plus simple. Mais bon, quand même, mon père m'a dit non. Mais j'ai insisté et il m'a dit, écoute, je te prends en tant que consultante. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et mon frère nous a rejoints très peu de temps après. Lui, il a intégré l'entreprise. Mais bon, Il était plus c'était jeune bien. que vous? Clovis est plus jeune que vous? Un an plus vieux que moi. Un an de plus vieux que vous. Donc Ouais. il a intégré après vous l'entreprise. Oh, bah pas longtemps. Mais il l'a intégré, voilà. D'accord. Donc le jour où vous avez pris cette décision de rejoindre l'entreprise familiale, vous marchiez à Paris et d'un coup, vous vous êtes dit, tiens, il faut que je rejoigne cette entreprise. Il faut que je rejoigne notre entreprise. Je veux me battre pour elle. Mais je veux apprendre. Je ne suis pas dit je veux me battre pour l'entreprise, mais je me suis dit si mon père reprend l'entreprise parce qu'il veut conserver Lui, il s'est battu, un petit il peu. s'est battu. Il a dit je veux conserver le caractère familial de cette entreprise. Je me suis dit mais ça n'a pas de sens si personne derrière ne vient. À l'époque, mon frère n'avait pas encore déclaré quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit voilà. C'est tout, je peux y aller et quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tôt pour apprendre et j'apprendrai avec mon père et voilà. Ça, c'est toutes vos motivations. C'est exactement. Ça, c'est toutes vos Et ça motivations. se résume à ça. Exactement. Mais pourquoi vos parents ont choisi ce prénom Vitalik et pas un prénom courant finalement? Eh bien, parce que justement, ma grand-mère Corinne Deville est une Ardennaise et qu'elle a longtemps habité à Charleville-Mézières. Dans les Ardennes. Charleville-Mézières, c'est la ville d'Arthur Rimbaud. Et la mère et la sœur d'Arthur Rimbaud s'appelaient Vitali. Très joli. Et donc, quand je suis née, mon père a écouté avec beaucoup de sagesse le conseil de sa mère, ce qui est rarement le cas, qui lui a dit « Pourquoi tu ne l'appellerais pas Vitali ?» Et donc, je me suis appelée Vitali, ce dont je lui suis extrêmement reconnaissante. C'est rare. C'est un prénom rare. C'est rare et en même temps, c'est classique. Eh oui, c'est Ouais. vrai. À quel moment vous avez su que vous prendriez la suite de votre père? Mais pas avant le jour où ça s'est fait. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été vraiment le but. Mon but, c'était d'être là, de comprendre et d'être Donc, capable. vous étiez consultante au service marketing Mais pendant 2 combien ans. de temps? Non, 2 pendant ans 2 ans. Et puis après, mais au bout de 6 mois, j'étais pleinement happée par la vie de l'entreprise. Je suis devenue ambassadrice de cette entreprise. J'ai été sur les campagnes publicitaires. Donc en fait, c'était Ouais, vous étiez presque déjà- une évidence. Avec du recul, je me suis dit que mon père avait eu raison. Parce que quelque part, il avait raison d'avoir peur. C'est pas facile d'intégrer un enfant. Si jamais ça se passe mal, vous avez toujours la peur de vous fâcher avec lui. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est garanti. Vous ne savez pas si cet enfant aura envie de rester. Et finalement, moi, je suis arrivée avec beaucoup de liberté dans cette entreprise, par une porte qui était une porte très naturelle pour moi. Et voilà, j'ai rencontré tout le monde, j'ai travaillé avec tous les services, puis petit à petit, j'ai fait mon chemin comme une petite souris, Et comment on se naturellement. prépare à devenir présidente d'une maison de champagne comme Tétinger? C'est quand même, ça doit pas être évident. En fait, c'est pas une préparation, avant de devenir présidente, j'ai passé 15 ans dans l'entreprise. 15 ans, donc vous étiez d'abord consultante, après ambassadrice. Vous êtes devenue En fait, quoi, j'ai été consultante ambassadrice, mais en fait, j'ai été ambassadrice toute ma vie dans l'entreprise. de toute façon. Ce qui est normal. Ouais. Mais j'ai été consultante, ensuite j'étais au développement marketing, ensuite j'ai été directrice de création, ensuite je suis devenue directrice marketing, ensuite je suis devenue directrice marketing et communication, et puis en 2020, je suis devenue présidente de la maison. Et alors, comment ça se passe? Vous vous préparez, donc c'est tout au long de votre carrière, pendant ces 15 ans, vous êtes préparé à prendre cette succession? Non, pas du Pas tout, du tout. parce que mon frère est là, et donc, comment ça qu'il y a s'est passé? toute une Comment équipe. ça s'est déroulé? En fait, la question ne s'est pas tellement posée jusqu'au moment où mon père nous a dit, ben voilà, dans un an, je vais partir.
Et il nous a pas dit ça sera un tel ou un tel. Il vous l'a dit comment, il nous a, ça s'est passé? il nous a dit voilà, sachez que dans un an je vais partir, il faut qu'on prépare cette succession. Et au lieu de dire ça sera un tel ou un tel. Vous étiez en réunion, vous étiez tous Oui, les on trois, était en conseil, on était en codir le lundi matin, et puis voilà, les choses sont faites. On s'est toujours beaucoup parlé, et voilà, c'était naturel en fait, c'était assez naturel. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est que comme il n'a rien dit, on l'a pris comme un projet. On s'est dit, ben voilà, on a un an pour construire le projet de la nouvelle gouvernance. Et ça, c'était assez génial parce qu'en fait, au lieu de se dire c'est l'un ou l'autre, et fatalement de se dire ah ben oui, mais si, mais ça, et même d'avoir peur, en fait, on s'est demandé quel était le projet des 30 futures années. Et quel pourrait être notre plaisir à chacun dans ce projet. Vous et Clovis avez monté 2 projets différents, vous Non, avez travaillé pas main du dans tout. la main. On a travaillé déjà avec tout le CODIR, D'accord. sachant que mon père, quand il est arrivé, a monté une équipe de direction hyper jeune. Donc on est 5 à avoir vécu ensemble au sein de l'entreprise pendant plus de 15 ans à cette époque-là. Génial. Donc on est frères et sœurs. En fait, je ne suis pas seule avec mon frère au sein d'une équipe. Nous sommes 5 frères et sœurs. Et donc on a beaucoup parlé ensemble de ce qu'était la présidence, de ce que ça représentait, de ce que ça imposait, de ce que nous étions, de ce que nous avions envie de vivre, de ce qui nous rendrait heureux. Parce que souvent les gens prennent ça comme un privilège. Être président d'une maison ou être dans une maison familiale, vous êtes quand même... moi, je ne me dis pas, je vais aller travailler sur une île pendant 30 ans. Non, je pense que voilà, je suis un peu assignée à résidence. Donc, vous travaillez beaucoup, finalement. Et travaille beaucoup. Et donc, l'enjeu, c'est le plaisir. C'est comment, dans la vie, je vais prendre du plaisir à faire ce que je fais en ne me contrariant pas. Pas totalement, en apportant à l'entreprise ce que je suis capable de lui apporter. Et vous arrivez à allier une vie familiale et vie professionnelle. Ben heureusement, parce que si c'est un projet de transmission et que j'ai plus de vie familiale, je suis dans un non-sens. Donc voilà. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc au bout d'un an, vous présentez le projet à votre papa. Et là, vous aviez décidé entre vous qui serait le président. Oui, on avait décidé entre nous, et on le présente bien sûr à mon père, mais on le présente aussi au comité de surveillance. Oui, tout à fait. Ouais, donc en fait, c'est une décision qui implique bien sûr une totale. Il fallait que nous soyons à l'aise dans l'équipe, mais il fallait aussi que voilà, les choses soient acceptées par le comité de surveillance. Et je pense que la condition pour les uns comme pour les autres, était que nous soyons tous à l'aise avec la décision. Très bien. Vitaly, pour vous, tout se transforme et se tourne vers un demain lumineux, heureux et vivant. Vous le mettez en œuvre dans votre parcours. Comment décririez-vous votre style de leadership ? Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, pardon. Mais pour moi, tous les jours, j'ai pas l'impression d'être la présidente de Tétinger. Enfin, je me lève pas le matin en me disant il faut que je fasse ci, il faut que je fais du. En fait, présidence. Les équipes quand même. Il faut que j'emmène les équipes, mais je les emmène parce que, en fait, mon rôle, c'est de savoir où je vais. Et cette vision, elle est décidée avec mon frère Clovis, elle est décidée aussi avec Damien Le Sueur, qui est notre directeur général. On a construit cet organe de gouvernance qui est le COMEX. Nous en discutons tous les trois et c'est vraiment nourri par des aspirations qui sont communes à tous les trois. Pour qu'on sache à peu près, c'est combien de personnes, combien de collaborateurs? On est plus de 250. Plus de 250. Voilà. Et c'est pour un chiffre d'affaires à peu près, si vous pouvez en parler, je ne sais pas. Un peu moins de 200 millions d'euros. D'accord, c'est quand même assez énorme. Et vous avez une vision commune, j'imagine, pour l'avenir de la maison Tétinger. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, on a une vision commune qui est déjà une vision qui s'inscrit aussi dans le prolongement de ce qui a toujours été la maison. Parce que moi, j'aime le caractère de cette entreprise qui cultive le temps long. Quand on travaille la nature, on s'inscrit dans une démarche qui est une démarche d'humilité. D'une année à l'autre, les choses peuvent totalement bouger. Et donc, en fait, ce qui nous importe, c'est vraiment cette idée de respecter ce qui a toujours été fait, d'être capable de bouger, mais un petit et justement, peu. vous m'avez posé la question. Allez-y, attention qu'elle vous brûle les lèvres. Comment vous conciliez tradition et innovation, justement, au sein de Tétinger? C'est pas forcément facile de trouver le bon curseur. Mais le curseur, c'est d'être en vie. Non, mais la base. Non, c'est pas la base d'être vivant. En fait, vivant, ça veut dire se nourrir d'aujourd'hui, en s'appuyant sur ce qui était fait hier. C'est d'avoir ce respect. Par exemple, quand on va dans les vignes, même quand je suis arrivée dans la maison, et encore aujourd'hui, j'étais la plus jeune
Et j'avais des gens qui avaient aviez 30 quel ans. âge exactement? Moi, j'avais 28 ans. D'accord. 28 ans, ben voilà, j'étais quand même jeune. Il y avait des gens qui avaient déjà 30 ans, 40 ans de maison. Et pour moi, la maison était plus à eux qu'à moi. Ben, forcément. Et ils la connaissaient par cœur. Et en fait, vous étiez timide, je pense. Enfin, non, j'étais pas tellement timide parce que Vous connaissez par cœur. non, je connaissais rien du tout. Vraiment. Ah non, je suis arrivée, moi, j'ai jamais été baignée. Quand mon père travaillait au Champagne et qu'on était petit, on allait très peu au Champagne. On allait beaucoup dans les vignes, mais les vignes de tout le monde. Parce que ma mère aimait vraiment nous mettre dehors tout le temps. Mais il fallait qu'on respire. Et ça, je lui en suis gré parce que c'est merveilleux d'aimer la nature. Et c'est capital quand on travaille dans le Champagne. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas du tout cette connaissance. Et en fait, j'ai beaucoup appris des uns et des autres. Et j'ai respecté, et je respecte toujours infiniment, cette maison qui est la leur avant d'être la mienne. Vous auriez une anecdote justement dans cette passation avec votre papa? Comment ça s'est passé? Enfin, je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, il vous a pris dans son bureau et il vous a dit je te sens prête à être présidente? Non, en fait, on a décidé d'une date. La date, c'était le 1er janvier 2020. Et lui travaillait jusqu'au 1er janvier et moi, je travaillais après le 1er janvier. D'accord. Et donc, pas de fête le 31. En tout cas, pas ensemble. Et non, mais surtout, le 31, on fait rarement la fête avec ses parents. Non, c'est vrai. Je sais pas comment vous faites, mais... Je ne la fais pas avec mes parents non plus. Moi non plus. Et quand on travaille en famille, parfois il faut se ménager quelques espaces. Je suis bien d'accord. Voilà. Et donc, j'avais pris des vacances et je savais qu'après, je prenais ce rôle auquel je n'étais pas préparée. Mais voilà, j'avais pas d'appréhension parce que je connais, là pour le coup, au bout de 15 ans, on commence à connaître un petit peu l'entreprise. Voilà. Et en fait, je suis arrivée dans mon bureau. Lui venait de prendre ses vacances et en fait, il avait déménagé totalement son bureau, qui est un bureau emblématique parce que c'est vraiment un bureau de président à l'ancienne. Et comme il le dit si bien, un immense bureau. Et comme il le dit si bien, il me dit... Tu ne vas pas trop changer, tu sais, c'est un bureau d'apparat. On ne travaille pas dans ce bureau. Et est-ce que c'est vrai? Non. On a des... Cela dit, c'est pas totalement faux. En fait, cette pièce est beaucoup plus importante par ce qu'elle représente que par ce qu'on y fait. Et donc, en ça, bien sûr qu'il avait raison. Et il avait tout enlevé. Sauf les choses qui sont emblématiques, qui ont toujours été là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le fauteuil. Le bureau, le fauteuil. Il avait accroché les tableaux que j'aime. Ah, j'adore. Et ça, voilà, j'avais le tableau de ma grand-mère, les 2 tableaux de mon arrière-grand-mère, qui était peintre aussi. Il m'avait laissé une petite figurine de lui. Qu'il avait fait faire en 3D un jour dans la Napa Valley lors d'un voyage où il est comme ça. Il est absolument magnifique parce que c'est lui en tout petit. Il l'avait mis comme ça un peu en hauteur. Je te surveille. Attention. Et il avait surtout laissé 2 lettres, un à droite et un à gauche dans les tiroirs du bureau. Vous arrivez, vous avez 2 lettres dans le bureau. Exactement. Et en fait, j'ouvre le bureau pour voir un peu. Ce qu'il y a. Et là, je découvre 2 lettres. Et c'est vrai que, voilà, et je pense que pour lui, c'était un moment important. Et en fait, il a fait comme il le fait toujours. C'est à la fois, il vous donne une responsabilité, il vous fait confiance et il vous montre qu'il est derrière vous. Et qu'il vous regarde avec bienveillance. Et en même temps, il vous dit aussi d'être bienveillant avec les autres. Ce qui est une bonne façon de dire, voilà, ta responsabilité, ça va être maintenant de regarder les uns et les autres dans cette entreprise et de les accueillir avec gourmandise et de faire en sorte qu'ils soient heureux. J'ai une question un petit peu rigolote pour vous, mais quelle est votre vision de la fête, Vitali, en tant que présidente de la maison Tétinger? Parce qu'on se peut se poser la question, est-ce que c'est indissociable du champagne? Alors oui, c'est indissociable du champagne et ma vision de la fête, c'est quand même... une vision de moment où on est capable, voilà, de se laisser aller à un certain abandon. Parce que je pense que ça fait beaucoup de bien et on en a besoin. On a besoin d'avoir ces moments de rire. On a besoin de s'étourdir. On a besoin de rêver. On a besoin de danser. On a besoin de vivre des énergies différentes.
Tout à Voilà, donc il y a la journée où on est quand même dans une intensité cérébrale. Il y a les déjeuners où, heureusement, C'est des petites on soupes. peut faire une petite pause agréable. Non, mais moi j'aime beaucoup les déjeuners. Et puis non, mais la fête, plus généralement, j'adore parce que c'est vraiment les moments d'extravagance où chacun peut se révéler. Et j'aime beaucoup aussi la fragilité de la fête. Voilà. Alors on va parler un peu défi et réussite maintenant. Vous dites qu'il faut accueillir l'un là où il est pour offrir à tous. Il ne suffit pas d'être généreux pour être pertinent, il faut structurer cette générosité, lui dédier des ressources non seulement financières mais humaines. Et vous le mettez en œuvre grâce au fonds de dotation philanthropique Ars Nova. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne. En fait, déjà, moi j'ai eu quelque chose dont on n'a pas parlé, mais quand en mars 2020, j'ai 3 mois de maison, arrive le Covid avec la décision la plus bah, incroyable dans l'entreprise, qui est celle de devoir fermer. Donc, on vous confie les rênes, et 3 mois plus tard, vous dites, bon, ben, je ferme tout. Et en fait, c'est l'angoisse. non, c'est pas l'angoisse, parce que je... Pas le choix de toute façon. Il n'y a pas de choix, et puis en fait, je pense, voilà, il faut déjà mettre les uns et les autres en sécurité. Tout à fait. Première chose, il faut réorganiser pour pouvoir petit à petit réouvrir et assurer aussi la continuité économique de l'entreprise. Donc en fait, voilà, ça se fait de façon très structurée, mais j'ai beau avoir fait des études d'art, je suis quelqu'un d'assez structuré. Et moi, j'aime bien quand les choses sont quand même assez ordonnées, efficaces, même si tout le monde va rigoler quand je vais dire ça, parce que quand vous voyez mon bureau, C'est vrai. c'est un monceau de papier, de livres, mais c'est vrai que Mais c'est votre- la structure est importante. C'est votre organisation. C'est mon organisation. Et donc, voilà, je me dis, petit à petit, je commence à rentrer dans les projets un à un et à structurer. Et en fait, dans la maison, on a toujours été généreux et on a toujours donné dans des domaines qui sont un peu toujours les mêmes. Et des domaines qui me plaisent en plus. La gastronomie, sur un projet que j'ai porté, moi, depuis le début, quand je suis arrivée dans l'entreprise, qui est le prix culinaire Le Tétinger. Donc un prix qui est là pour révéler la jeune génération de grands chefs. Vous le faites dans une école, je crois? Et on le fait chaque année. La finale internationale se tient dans une école. Ça a été Ferrandi pendant des années. Et puis maintenant, c'est au Cordon Bleu. Mais voilà, c'est dans plusieurs écoles parce que c'est un prix international. Donc pendant 15 ans, mettons, où j'ai été là, C'est des chefs, des jeunes chefs internationaux qui c'est gagnent? exactement, des Très jeunes bien. chefs internationaux qui travaillent dans des grandes maisons. Et donc, on a 9 pays concurrents, avec des très beaux pays de gastronomie, le Japon, on a rentré les États-Unis il n'y a pas longtemps, on a la Suède. Gastronomie, les États-unis, moyen quand même. Si, Ah c'est bon? petit à petit. Il ne faut Ici, pas mais- avoir des idées. C'est Et vrai, puis c'est même, vrai. les prix, c'est fait aussi pour faire grandir. Donc voilà, l'idée, donc la France, la Belgique, bref. Et ce prix, je l'aime et je l'organise depuis des années et je me dis, voilà, on fait beaucoup pour ça. On fait beaucoup, on est aussi mécène de l'Opéra D'accord. de Paris. Et pareil, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que là encore, c'est vraiment un lieu où l'excellence du travail d'équipe et des métiers traditionnels sont capables de procurer au public une émotion qui est assez incomparable et qui vous prend, que vous aimiez ou pas, que vous ayez des appréhensions, a priori ou pas. Enfin, l'émotion de l'opéra, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, l'art et le patrimoine artistique, on a, depuis les années 80, lancé un projet de rapprochement entre le Champagne et l'art contemporain, qui s'appelle la Tétinger Collection. On a travaillé avec les plus grandes signatures artistiques du monde Des entier. photographes. Non, ouais, alors des photographes. Le dernier artiste à avoir travaillé pour la Tétinger Collection est Sebastião Salgado, D'accord. qui est non seulement un photographe de talent et un homme merveilleux, et très, très impliqué aussi dans
dans cette idée d'environnement, de regard sur le monde, de distance, etc. Donc ça c'est un homme exceptionnel. Mais sinon, des grandes signatures comme Roy Lichtenstein, comme Victor Vasarely, comme Pierre da Silva, comme Rauschenberg, comme enfin vous avez Corneille. Et donc des gens qui ont quand même marqué l'écriture artistique du siècle dernier. Et donc voilà, je me suis dit, on fait beaucoup de choses et finalement j'adorerais pouvoir continuer à faire ça pour le champagne, mais j'adorerais surtout le mettre au sein d'un fonds et pouvoir le partager avec des gens qui ne sont pas nécessairement liés au commerce du champagne. Voilà, en fait, la chance que j'ai reçue, j'aimerais pouvoir la donner parce qu'en fait, je considère qu'elle m'a construite et qu'elle a construite aussi mon père, ma mère, etc. Je trouve qu'à travers les émotions, on se découvre et que quand on se découvre, c'est beaucoup plus facile de trouver sa place. Tout à fait, vous avez bien raison. Et d'ailleurs, on va parler des grands défis auxquels vous avez été confrontés en tant que dirigeante de Tétinger. Quels ont été les plus grands défis depuis que vous êtes présidente? Déjà le Covid. Ah oui, non mais c'est basique, mais en fait, quand il faut réorganiser toute la production... le post-Covid, réorganiser déjà le lendemain du Covid, où il faut lutter pour que chacun... Tout a fermé. Ah oui, on a été obligé de fermer, sauf le vignoble, parce que le vignoble étant à ciel ouvert, c'était plus facile, mais il a fallu réorganiser l'acheminement, tout simplement, parce que les gens ne pouvaient plus partager le même véhicule. Mais sinon, après, la production, faire en sorte que voilà, on organise des circuits où les uns et les autres ne se croisent pas, que chacun garde son travail, que chacun garde son salaire, que chacun soit en bonne santé. Donc vous avez travaillé comme une dingue. On a travaillé tous comme des dingues, mais en même temps, moi, j'ai travaillé aussi à domicile, parce que c'était la règle, et donc je me la suis appliquée aussi. J'avais mes 3 enfants, ce qui est rarissime. Ce qui n'est pas facile, hein. Ce que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai un petit peu abandonné le suivi scolaire. C'était très difficile, hein. Pour être maman aussi. C'était pas évident et j'avoue que j'ai pas lutté plus de 3 jours, ce qui est pas... Mais nous ne sommes pas professeurs. Et ben ça c'est vrai, c'est un vrai métier. Là. Je le savais déjà, mais là je confirmais. Je suis d'accord. Non mais surtout, je trouvais que c'était génial qu'ils puissent vivre aussi une période d'oisiveté et qu'en fait... dans l'ennui, dans le fait d'être ensemble tous les jours à des âges très différents, il s'est passé des choses et je pense qu'ils ont peut-être trouvé aussi le ciment qui leur aurait peut-être manqué plus tard. Donc finalement, c'était très bien. Et ça a été la première épreuve. Et ensuite, toutes les conséquences du Covid. Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit totalement fini. Même, je trouve que beaucoup de gens sont sortis fragilisés intellectuellement par le Covid. Il y a eu beaucoup de conséquences qu'on ne voit pas, qui ne sont pas évidentes et qui pour autant sont sous-jacentes. Vous avez une idée assez précise du télétravail d'ailleurs, je crois, à ce sujet. Oui. Je peux vous raconter une anecdote. Ouais, allez-y, moi j'adore. Un jour, parce que quand même je revenais de temps en temps au Champagne, parce que j'avais bien sûr des choses à y faire et que j'avais quand même... Votre bureau d'apparat. Non, mais il fallait bien sûr de temps en temps être là. Il y avait et en fait, je me souviens d'un jour, après, ça devait être après un pont du mois de mai... J'arrive et là je croise une assistante commerciale qui était en larmes. Je lui dis ça va et là, elle s'écroule devant moi. Et en fait je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit mais en fait il y a eu un pont. Pendant 5 jours, j'ai même pas eu un coup de téléphone. J'avais pas mes enfants. Mes amis étaient je sais pas où et en fait je n'ai pas eu un seul coup de téléphone. Et là je me suis dit mais en fait je compte pour qui? Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Et je me suis dit, oui, l'entreprise, elle sert aussi à ça. En fait, très souvent, on croit que l'entreprise, c'est le travail. Mais l'entreprise, c'est bien plus que du travail. C'est une grosse partie de votre vie. L'entreprise, c'est être utile, c'est avoir des rapports avec vos collègues, c'est rigoler.
C'est être capable de dire quand il y a un truc qui vous pèse un peu, quand vous n'avez pas une famille avec qui vous entendez, ben, l'entreprise, c'est quand même aussi une soupape. Quand vous avez un mari qui est un peu oppressant, c'est un échappatoire. Oui, un échappatoire. Non, mais en fait, il faut arrêter de stigmatiser l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu de vie et en tout cas, pour moi, c'en est réellement un. Et donc, le télétravail, ben, je considère que ben, c'est pas la règle. Voilà, pour moi, la règle, c'est de vivre ensemble et de créer ensemble ce projet qui nous anime au quotidien. Le futur, c'est ensemble, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à faire. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de l'énergie des uns et des autres. Puis une autre chose, je ne sais pas si ça... C'est très personnel et on a tous le droit d'être différents. Mais quand moi, je ramène du travail à la maison, j'ai l'impression d'abîmer ma maison. C'est drôle. Je travaille beaucoup chez moi, non, mais moi, j'ai l'impression que je suis moi chez moi. J'ai l'impression que c'est le travail qui vient chez moi et qui m'envahit. Et en fait, je trouve que c'est assez sain aussi d'être capable de compartimenter un peu les choses. Tout à fait, de dissocier. Voilà. Donc, à vos équipes, vous leur donnez jamais de travail, par exemple, un vendredi soir. Tiens, montre-moi un dossier pour le lundi. Alors là, ça n'existe pas. Et, vous pouvez leur demander un par un. Non. Et en fait, je non. vous crois sur parole. Et quelles sont vos réussites dont vous êtes particulièrement fière depuis que vous êtes à la tête de Tétinger? En fait, je suis fière parce que l'équipe... En fait, mon père m'a fixé une mission. Ah ouais. Il m'a dit, Vitali, ta mission, c'est de faire en sorte... C'est sa figurine? Non. D'entretenir ma figurine, de l'épousseter tous les matins. Si je vais te filer un tout petit plumeau... Non, il m'a dit, il m'a dit, Vitali, pour moi, le plus important, c'est que cette équipe qui s'est construite sous ma présidence soit heureuse et continue de travailler avec joie au Champagne et à contribuer à son développement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que nous sommes tous extrêmement serrés les uns les autres. Les choses ont beaucoup changé. Nous sommes entrés dans plein de démarches de structuration, y compris une démarche RSE qui était nécessaire parce qu'en fait, on sent bien que les enjeux d'aujourd'hui, mais encore plus de demain, nous imposent d'être organisés, d'être flexibles, d'être complètement connectés à ce qui se passe et il faut que tout le monde soit dans le même mouvement, soit capable de le comprendre, soit capable de comprendre la position de l'entreprise dans la société pour que nous soyons forts. Et en fait, voilà, je dirais que pour moi, la plus grande réussite, c'est ça. Mais après, c'est pas une réussite totale. En fait, tous les jours, vous êtes challengé. Tout à fait. Voilà. Et parfois, je crois qu'on est bien, et puis en fait, je me rends compte, bah non, en fait, il n'y a rien de pire finalement que de croire qu'on a réussi. Ah oui, c'est pas possible de toute façon, sinon c'est un échec. Non, mais surtout, là, on commence à être fragile. Je suis d'accord. Donc il faut, sans se fouetter, tous les jours être capable d'avoir des oreilles et des yeux et de les utiliser. Évidemment. Donc on a parlé déjà un peu de culture d'entreprise, mais comment elle se traduit exactement la culture d'entreprise de Tétinger? Eh bien, il faudrait que vous veniez. Avec il faut que vous veniez nous voir. Non, mais je pense que c'est une culture... déjà, c'est une entreprise familiale. Et je pense que ça change quand même beaucoup de choses. Parce que quand vous arrivez dans cette entreprise, vous le sentez. Il y a une familiarité. En fait, nous nous connaissons tous. Il y a une forme de proximité. S'il y en a un qui n'est pas très cool un tournage d'une semaine dans la maison Tétinger avec vous, vos équipes, on serait ravis. Eh bien, venez. Mais par exemple, je peux vous raconter un tournage qui a eu lieu il y a 2 jours. Nous sommes en train de refaire le film qui va être projeté pour les visiteurs. Et en fait, il y avait une scène à tourner pour illustrer un peu ce qu'est un dîner au champagne. Et en fait, bien sûr, on se dit toujours, mais il doit y avoir des candélabres. Exactement. Faut que ça fasse rêver. Et en fait, les acteurs du tournage, mais comme tout le temps dans les publicités, etc., sont bien sûr des gens qui travaillent dans l'entreprise ou alors les parties prenantes très proches qu'on connaît. Et en fait, voilà, c'est comme un cocktail assez magique. Et là, il y avait une dizaine de personnes. Je n'y étais pas, mais j'avais organisé soigneusement le tour de table. Et en fait, voilà, le bonheur, c'est que le lendemain, tout le monde arrive à 9h du mat, ayant terminé à 4h, en disant « c'était génial, on est un peu fatigué, mais... » C'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Sans qu'on, ben voilà, en fait, c'est pas un sujet. Tout à fait. Il y a un vrai bonheur et je devais aller regarder, mais on m'a dit d'enfiler une robe et puis je suis arrivée. Et puis c'est pas souvent qu'on peut vivre ça. Et en fait, voilà, l'idée, c'est quand même que les choses soient faites ensemble. Alors, je pourrais changer de métier quand vous m'en parlez, mais justement, quelle qualité particulière faut-il pour intégrer vos équipes chez Tétinger? Eh ben, il faut aimer les familles. Parce qu'en fait, non, mais c'est très rigolo. Il y a des profils, parfois, ça nous est arrivé de nous tromper. Parce qu'en fait, alors déjà, la famille, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de la place. Il y a certains postes où vraiment on s'est dit, on va arrêter d'essayer de les pourvoir, parce qu'en fait, on va plus parler métier que poste, parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, par exemple, mon frère et moi, nous avons une idée super précise de l'expression de la maison, de ce que nous voulons avoir comme résultat visuel de ci, de ça, des étiquettes. Est-ce qu'un jour vous dessinerez une étiquette? Ah, j'ai fait pendant des années, j'ai déjà composé tous les fichiers et on a vraiment les mains dans le cambouis. Mais dessiner en tant qu'artiste, probablement pas, sûrement pas. Parce que je ne suis plus une artiste, je suis une femme au service de l'art. Voilà. Exactement. Et j'ai remarqué qu'en fait, l'art était partout et que j'ai trouvé mon chemin artistique. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et donc, quel est votre champagne préféré parmi la gamme de Tétinger, justement? Est-ce que vous aimez le champagne d'abord? Oui. Alors, ça serait dommage. Ma réponse serait que c'est impossible de travailler dans une entreprise comme celle-là sans aimer ce qu'on y fait. D'accord. Et j'aime le champagne, mais bien au-delà de ses valeurs gustatives, je l'aime aussi pour sa portée symbolique, pour l'ivresse qu'il procure, et même s'il faut le consommer avec modération. En fait, je trouve que c'est presque le vin le plus spirituel qui soit et le plus artistique qui soit. Et après... voilà, après ça devient un monde quand vous le pétrissez tous les jours, quand vous connaissez de la vigne à la table, au cinéma, à l'art, à tout ça, c'est merveilleux. Vous avez des projets assez étonnants avec l'Angleterre. Je crois que vous avez acheté un domaine en Angleterre, non? Alors ça, c'est l'œuvre de mon papa. Oui. Mais mon père a eu une période, a été très visionnaire et à la fois il a consolidé tout l'héritage du champagne Tétinger. Il nous a permis aujourd'hui d'avoir en production toute la capacité à nous développer. Par an, à peu près. C'est entre 6,5 millions et 7 millions de bouteilles par énorme. an. C'est une taille... Voilà. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Mais finalement, c'est assez peu quand vous regardez la consommation mondiale de vin. Donc c'est finalement assez peu de bouteilles et il faut les adresser aux personnes qui sont capables de les aimer. Et ça aussi, c'est notre métier. Et votre champagne préféré alors? Ouais, voilà. C'est lequel? Alors je vais vous dire, j'ai une petite préférence pour le Comte de Champagne Rosé. J'adore le Comte de Champagne Rosé, c'est un vin qui vieillit un peu plus de 10 ans dans nos caves, qui est un assemblage de grands crus de Chardonnay et de grands crus de Pinot Noir avec petit pourcentage de Pinot Noir vinifié en rouge. En fait, j'adore parce que c'est un mariage absolument parfait entre la chair et la lumière. Voilà, c'est très beau. Et donc, le projet de votre papa, c'est acheter des vignes en Angleterre. Est-ce que nous ne serions pas en train de répondre aux questions en décalé? Un tout petit peu, je crois, mais c'est pas grave. Écoutez, on s'en sort. Et donc, avec notre importateur anglais, qui s'appelle Patrick Magras, qui représente une entreprise qui s'appelle Hatchmansfield. Ils ont eu, il y a 9 ans exactement, l'idée ensemble d'investir dans un vignoble en Angleterre. Ils ont cherché un peu partout. Ils n'ont pas trouvé un vignoble, ils ont trouvé un terroir. Et ils ont trouvé un terroir juste à côté de Canterbury, près d'un petit village qui s'appelle Shilham, dans le Kent. Et là, en fait, c'est un territoire qui est nommé le Jardin de l'Angleterre,
il y avait des pommiers. Et en fait, ils ont déplanté les pommiers, ils ont planté les radis pour aérer les sols, ils ont déplanté les radis, ils ont planté les vignes. Et il se trouve que au mois de septembre, nous allons... Ah, première récolte? Non, la première récolte, nous l'avons eue fort heureusement depuis quand même quelques temps. Non, nous allons sortir la première bouteille. Donc là... Vous ne pouvez pas l'appeler champagne. Non. Et d'ailleurs, c'est un projet que nous avons voulu vraiment fidèle au terroir qui est celui de l'Angleterre. Donc un nom anglais. Il s'appelle... ça s'appelle Domaine Évremont. En fait, nous avions cette marque dans l'entreprise et en fait, nous l'avons offerte à ce projet. Et Charles de Saint-Évremont est le seul Français à être enterré dans ses vignes à Westminster. Donc, voilà, c'est un personnage assez emblématique. C'est une toute autre histoire, mais en tout cas, voilà, la première bouteille sort au mois de septembre. Bon, ben génial. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes un peu personnelles à nous raconter sur la maison Tétinger? Des choses qui vous ont fait rire, des moments assez incroyables que vous avez vécu en famille ou pas en famille, même avec vos collaborateurs. Je vais vous dire, les moments les plus incroyables que j'ai vécus sont quand même à mettre au crédit de mon père, parce qu'il a été pour nous un président absolument incroyable. Et avec du recul, je me dis que nous avons eu beaucoup de chance. Exemple. Un jour, je reviens de ma maison. Mon mari travaille à Troyes et donc on a une maison près de Troyes. On aurait pu faire entre les deux, mais voilà. C'est pas très loin. C'est plus joli, surtout, c'est assez près de la Bourgogne et puis c'est joli. Je reviens de cette maison pour bien sûr arriver à Reims. Et là, je reçois ma collaboratrice qui me dit « Vite, je te donne en mille, tu connais pas la une du journal L'Union ?» Je dis, bah non. Elle dit, ton père Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il se présente, il va être président. Et donc président mon père s'est présenté à la présidence de la République. Ah bon? Et en fait, non. C'était une blague? C'était pas une blague. En fait, non. Sans y croire, je pense que c'est un personnage qui a toujours été nourri par son père, qui lui-même a été un homme politique très investi, qui a été donc maire de Reims pendant plus de 17 ans, qui a été ministre sous Georges Pompidou, qui a été député. Donc en fait, c'est quand même un monsieur qui s'est toujours nourri de l'histoire de France, qui vit pour ce pays et qui ne peut pas considérer une seule fois qu'on doive baisser les bras si jamais on trouve qu'il n'y a pas la solution. Et en fait, voilà, pour lui, la France, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai presque envie de vous dire que, voilà, il y a la France, que l'entreprise, il l'a faite pour la France, et que tous les jours, il vit pour cette idée de la France qu'il a depuis qu'il est tout petit, et c'est un pays qu'il respecte, qu'il aime, et je pense qu'il sera capable de se battre pour ce pays jusqu'à son dernier souffle. C'est beau. Et voilà, et en fait, moi j'ai été élevée comme ça. Et ce jour-là... Vous êtes une vraie patriote. Ah oui, ouais. Non, mais vraiment, c'est important de le dire. Important. Ouais. Oui, je suis une vraie patriote. Je suis d'accord. Et tous les engagements que je prends, c'est vraiment par amour, plus même que par devoir. J'aime ce pays, j'aime sa ruralité, j'aime ses métiers, j'aime les Français, qui parfois peuvent râler, mais sont truculents, sont fidèles, savent s'attacher, savent se fâcher, savent rigoler, savent déborder. Et en fait, je trouve que cette France-là, cette France vivante, elle est importante. Je suis bien d'accord avec vous. On va parler de l'évolution du champagne, du marché du champagne dans les prochaines années. Comment vous le voyez? Mais je le vois bien. Ben oui, positif, j'imagine. Non, mais même sans... en fait, je pense que c'est ce qu'on en fera. Voilà, je pense que c'est à nous d'être généreux et que voilà, le champagne aura le futur de sa générosité d'aujourd'hui. Très bien. Et comment Tétinger se démarque-t-il de la concurrence aujourd'hui? Alors je pense que le meilleur moyen de se démarquer est d'être soi-même, 100% soi-même. D'accord. Les initiatives Tétinger mettent en place en termes de développement durable, comment ça se passe? Quelles initiatives vous mettez en place? En fait, je dirais pas que c'est une initiative, c'est une démarche, c'est une mue.
Tout le monde doit le faire, de toute façon. Tout le Toutes monde les doit le entreprises faire. doivent le faire Et à en tout fait, le nous avons choisi de le faire en prenant du temps pour enraciner la démarche de façon profonde. Donc nous avons commencé il y a 3 ans Et ça se traduit par le comment? COMEX, Ouais. ensuite par le comité de direction. D'accord. Maintenant, on est en train de redescendre toutes les démarches dans toutes les équipes. Et là, ça s'est traduit par une certification 14001 en management environnemental cette année. Voilà. Et puis petit à petit, nous allons continuer. En fait, l'idée, c'est surtout de se dire, voilà, qu'est-ce qui est pertinent pour cette entreprise compte tenu de ses valeurs et de son ambition. Les plus grosses consommation électrique, par exemple, d'une entreprise comme Tétinger, c'est pas ce qui pèse le plus pour nous. Les grands enjeux sont dans le vignoble, mais la maison a toujours été très engagée. Et en fait, on pratique une viticulture de bon sens, mais depuis longtemps. Pour vous donner une illustration, quand mon père est arrivé aux commandes du Champagne Tétinger, le directeur du vignoble était... voilà, il avait 3 personnes. Il y a 3 personnes qui l'ont suivi, enfin 4 personnes pour être, qui l'ont suivi dans cet acte un peu fou de racheter la maison. Le directeur du vignoble, le directeur financier, le directeur général et le directeur commercial. Donc ils étaient 4. Le directeur du vignoble était là déjà depuis le début de sa carrière et avant lui, son père, qui avait planté une partie du vignoble avec mon grand-oncle François Tétinger. Il y a une continuité. La viticulture, c'est comme l'agriculture, c'est pas des grands coups de barre. Non. C'est du bon sens, c'est être capable justement de se dire, voilà, on a des personnes qui sont dans le vignoble tout le temps, qui connaissent les individus qu'ils pratiquent au quotidien. Quand je dis individus, c'est pieds de vigne. Et en fait, voilà, ils savent ce qu'il faut faire. Et bien sûr, il faut être extrêmement raisonnable. C'est comme les enfants. C'est pas parce qu'il y en a un qui a mal à la tête que vous allez donner à toute la famille un Doliprane. Donc, heureusement, mais n'empêche que c'est un peu de ça dont il est question. Donc, en fait, nous, on est extrêmement responsables et on est à l'observation. Donc on est certifié de tout ce qu'il faut, mais sans grands efforts. Voilà, pour nous, ce qui importe, c'est le bon sens et la liberté d'action. Tout à fait. Comment vous abordez la question de la responsabilité sociale au sein de l'entreprise ? Eh bien, elle est vachement importante parce qu'en fait, nous sommes partie d'un tout. Donc la première chose est d'engager ceux qui sont avec nous au quotidien. La deuxième partie est d'être influent sur les gens avec qui nous travaillons et qui ne dépendent pas de nous. Et d'être aussi exemplaire dans la façon justement dont nous sommes patriotes, mais là, patriotes du monde. Et voilà, pour moi, c'est plutôt le souci d'être cohérent. Femme présidente, vous avez la parité au sein de Tétinger ? Dans des services, nous sommes quasiment exclusivement féminins. Dans oui. Des services un peu plus masculins. Mais il y a beaucoup de femmes, et notamment au comité de direction, nous avons la parité, et ce que je trouve formidable. C'est pas. Par contre, si je dois dire quelque chose, je crois que déjà c'est vraiment bien qu'il y ait eu cette question de la parité, parce que ça a quand même fait avancer la question de la présence de la femme. Et même si parfois on arrive pour de mauvaises raisons au sein d'un conseil d'administration, je pense que on peut apporter de bonnes choses. Ah mais tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà Par contre, après, c'est vrai qu'on pourrait de temps en temps être choisi sans qu'il soit nécessaire de se référer à ce parité. Besoin de parité. Je suis bien d'accord avec vous. Comment envisagez-vous l'évolution de la marque Tétinger à long terme ? Comment ça va se passer ? Pour moi, c'est un développement qui doit se faire de façon raisonnable, en considérant toujours à la fois ce qu'est capable d'absorber l'équipe et les opportunités qui s'offrent à nous dans le futur. En fait, moi, je me dis, bien sûr, on a tous envie de se développer. Bien sûr, on se dit qu'il y a des synergies à créer entre des domaines et d'autres domaines. Bien sûr, on a un dessin du monde qui nous est personnel et qui peut se rapprocher d'ailleurs d'une peinture, parce qu'en fait,
On pourrait dire que c'est une stratégie d'entreprise, mais on pourrait tout simplement dire que nous sommes des grands enfants avec un très beau territoire de Playmobil et que là on voit là on voit ci, là on voit ça. Et en fait, ce qui se dessine, c'est ça. Mais voilà, tout doit se faire avec une mesure et pour de bonnes raisons. Alors Vitaly, vous êtes très jeune, mais j'ai quand même une idée à votre tour. Comment vous allez plus tard, hein, bien plus tard, transmettre le flambeau à vos enfants ou à... Comment ça va se passer? Vous avez une idée déjà? Vous réfléchissez à ça? Bien sûr que j'y réfléchis, mon frère y réfléchit aussi. En fait, pour moi, nos enfants, c'est vraiment l'enjeu de demain. Et je les regarde tous avec énormément d'amour, d'attention. Ils se jouent des choses. J'ai quand même des adolescents. J'en ai qui ont... en fait, ils se cherchent aussi. Et je pense que je n'ai pas envie de leur donner de réponse. Je n'ai pas envie de leur imposer quoi que ce soit, si ce n'est d'être travailleurs, d'avoir le respect des uns et des autres et d'être fiable. Voilà, moi je demande vraiment ça et puis qu'ils soient heureux. J'ai envie qu'ils soient bien dans leur pompe et qu'ils soient droit dans leurs bottes, comme on dit chez nous. Voilà, c'est important d'avoir les pieds sur terre et d'être capable d'être heureux et d'avoir ce sens des uns et des autres. Je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Vitaly, dans les prochaines années? Ah, beaucoup de bonheur, moi ça me suffirait. Eh ben, je vous le souhaite, Vitaly. À vous aussi. Merci, Vitaly, de vous être prêté au jeu du question-réponse dans Le Jour où. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de Tétinger. Oui, vous pouvez le rappeler. Bah, quand On même. s'en rappellerait peut-être plus. Non, non. Merci à toutes et à tous de nous Merci. avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.